Bonjour. L'émission France Islam a déjà parlé d'Ismaël Urbain, un personnage extraordinaire mais oublié pendant des décennies. Et on a fait appel à deux grands connaisseurs, le préfet Michel Levallois et le directeur de recherche au CNRS, Philippe Régnier, avec lesquels on a effleuré le sujet. Et pour continuer à évoquer cette grande figure de l'histoire franco-musulmane, j'ai invité Roland Lafitte, qui... bonsoir, et merci d'avoir accepté, un dimanche. Et Roland Lafitte mérite une émission à lui tout seul, parce qu'il a déjà publié un livre sur les Arabes et les étoiles. Le ciel des Arabes, donc une étude qui bouleverse toutes les données concernant l'étymologie des noms des étoiles, de l'horoscope, etc. Mais il a participé à un ouvrage collectif sur Ismaël Urbain, et il est l'auteur d'un autre livre avec Naïma Lefkir sur il voit Ismaël Urbain sous un autre angle. Je pense qu'on peut donner le nom de l'éditeur qui va le publier, c'est Gottner. Et donc nous avons un troisième très bon connaisseur d'Ismaël Urbain. Alors pour aller vite, première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ce personnage totalement oublié? D'abord, c'est le hasard qui fait qu'on rencontre un personnage sympathique. Et puis, on s'aperçoit que il est sympathique parce que c'est un petit-fils d'esclave qui convertit à l'islam en Égypte et puis qui se trouve coincé dans l'interprétariat en Algérie pendant en 1937, etc. Mais avec des positions originales, c'est-à-dire qu'il part avec les Saint-Simoniens, il était parti de l'idée qu'il fallait ni conquête ni colonisation, et il arrive à accepter la conquête. Alors déjà, ça pose un problème pour la société. Comment ça s'est passé pour lui, pour ses amis, dans les conditions de l'époque. Et puis l'autre chose, c'est que il ne faut pas voir dans l'intérêt que nous avons eu, Naïma et moi, pour Urbain, comment dire, un quelconque intérêt pour la colonisation. En fait, les positions d'Urbain montrent même qu'alors qu'il accepte par défaut, on pourrait dire, la conquête et la colonisation, il lutte tout le temps pour deux choses qui seront niées et qui ne seront possibles qu'avec l'indépendance, c'est-à-dire l'égalité des droits, et puis le respect, qui a été demandé par des courants au XXe siècle, le respect de la personnalité culturelle. Donc là-dessus, il est original, il a toujours défendu ça, et il s'est toujours cassé le nez, évidemment. Ce qui montre que la colonisation ne pouvait satisfaire aucune aspiration des Algériens. Voilà, c'est ça l'idée. Mais avant d'avoir affaire à l'Algérie, il était déjà parti en Égypte, où il s'est converti à l'islam en 1835. Oui. Et moi, je me souviendrai toujours de la lettre que Philippe Régnier m'a envoyée il y a des décennies avant que je le rencontre. C'est une lettre envoyée au consul de France à Alexandrie. Lesseps. Ah non, c'est avant le vice-consul à l'époque. Oui, et qui lui dit il a choisi de devenir musulman, mais il reste néanmoins sujet de Sa Majesté, régi par les lois du royaume. Donc ça porte une réponse très brève à toutes les interrogations angoissées des magazines jusqu'à maintenant. L'Observateur, Le Point, l'Express, peut-on être français et musulman? À l'époque, non. Mais lui, il a donné. Mais c'est maintenant que hier, c'était juridique. Paraît difficile. C'était juridique. Oui. Aujourd'hui, c'est culturel. Oui. Aujourd'hui, c'est irrationnel. C'est psychanalytique. D'accord, c'est psychanalytique. Oui. Bon, donc il avait déjà affaire à l'islam parce que l'idéal saint-simonien, c'est de concilier donc l'industrialisme européen avec le spiritualisme de l'Orient. Donc il va vers l'Orient. Et pour lui, l'Orient, c'est d'abord l'islam. Et il choisit de devenir musulman. Bon, après, il était qu'un petit interprète militaire. Mais paraît-il, il ne portait pas d'armes. Sur le tableau de la prise de l'Asmala, où il était avec Youssouf. Non, il était à côté du duc d'Aumale. Du duc d'Aumale. Oui. Non, il ne porte pas d'armes.
C'est ça. Donc c'est déjà un signe. Oui, oui, oui. Bon, alors après, bon, il a eu cette éclaircie au début du Second Empire, où il a essayé d'atténuer les rigueurs du système colonial, où il a voulu faire passer quelques mesures pour respecter l'identité culturelle. Mais auparavant, il faut nous dire un mot sur Ismaël Urbain et l'islam, puisque ça a précédé son arrivée en Algérie. Ben, il se convertit, bon, il a fait tout un... Il y a toute une correspondance là-dessus. Il a fait un article qui est paru, mais qui n'est pas paru tout de suite. Il avait écrit d'abord sa conversion quand il était en Égypte. Ensuite, il a, à la demande d'Echtal, peut-être son correspondant, ami Saint-Simonien, en 38 ou 39, et il envoie ça, mais D'Echtal ne l'a pas fait publier. En fait, ça sera publié dans une forme un peu modifiée. Je passe vers 1865. Oui, il risquait rien. Il risquait rien. Ou avant. C'était dans la Revue des Deux Mondes ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas les références exactes ici. Mais en tout cas, c'est un article très intéressant. Parce qu'on a beaucoup dit que c'était par comment dire, opportunisme politique, etc. Pas du tout. Il s'est sincèrement converti. Il n'y avait que des coups à prendre à l'époque. Il n'y avait que des coups à prendre. La preuve, on a menacé de lui ôter la nationalité française. Non, c'était pas. Alors, il était dans une atmosphère personnelle, psychologique très particulière, amoureux d'une fille qui voyait un peu comme le pendant de sa situation. C'était la fille d'un père, un médecin qui était allé là-bas avec Napoléon et qui était resté en Égypte avait pénétré la société égyptienne, avait épousé une femme qui avait été prise dans une razzia dans l'actuelle Éthiopie, enfin dans ses confins. Oui, le sud, oui. Voilà. Et donc c'était une métisse aussi comme lui. Et il se reconnaissait là-dedans. Et il est avec une idylle amoureuse, contrariée, etc. Bon, il y a toute une atmosphère psychique dans laquelle... Elle était musulmane. Elle était musulmane. Dans une atmosphère psychique où, comment dire, il était disposé à rentrer. Pour lui, c'était une manière de rentrer dans la société, mais pas seulement. Lui, il était foncièrement croyant, indépendamment des formes de la religion, indépendamment. Ce n'est pas un intégriste ni du christianisme, ni de l'islam, ni de rien du tout. Mais il a une foi profonde, même s'il ne l'aura pas toujours pratiquée. Mais il l'aura fait, etc. Bon, c'est tout un cheminement personnel. C'était très difficile de pratiquer l'islam pour en Algérie déjà. Bon, il l'a fait quand il était à Constantine, mais quand il était en France, c'était un peu plus compliqué, évidemment. Oui, mais c'était le contraire d'une nouveauté, puisque l'expédition Bonaparte a donné lieu à la conversion du général Menou, qui s'était marié à Lalla Zoubida. Là, c'était un peu politique quand même. Là, c'était ça. C'est ce qu'ont dit ses collègues officiers, mais enfin, Lalla Zoubida est arrivé à Paris avec le voile que le Parlement français a interdit il n'y a pas très longtemps. C'était une personnalité de l'Empire. De la cour, enfin des Chambiens sous l'Empire, c'est ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est-à-dire dans les conversions, il y a toujours les commentaires désagréables comme Philippe Grenier, etc. Oui. Mais on ne peut pas exclure la conviction profonde. Mais moi, je ne l'exclus pas. Mais l'aspect politique était clair, était évident qu'il n'est pas du tout... il est relevé à tort chez Urbain, à mon sens. Hein. Oui. Et même si vis-à-vis de ses copains, il s'explique, etc., ses copains saint-simoniens. Mais il y a eu pas mal de conversions en Égypte, mais il n'y en a pas eu beaucoup en Algérie. Quelques-unes. Charles-André Julien cite des... Berbrugger. Un ingénieur des ponts et chaussées, des officiers. Oui, ben c'était des gens qu'Urbain connaissait. Il y a 3 ou 4 personnes. Hein. Oui. C'est pas énorme. Oui, ben, il y avait une islamophobie dans l'armée française. Absolument. Qui a été à l'origine de ce passage inoubliable de Tocqueville dans son rapport de 1847. La plupart de nos officiers disent qu'il faut combattre l'islam pour avoir la paix en Algérie, puisque le djihad se fait au nom de l'islam. Il dit que ce serait une très grave erreur de le faire. Mais, alors, il y a deux islamophobies, là, on pourrait dire, dans le corps militaire. Je parle pas des colons. Il y a
le corps. Il y a la tradition légitimiste catholique, etc., qui veut convertir les. Et qui ne se sent pas tellement dans l'armée, parce que dans l'armée, les gouverneurs d'Algérie, ils étaient plutôt prudents. Ils disaient on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes s'il y a des politiques de conversion. Ils se sont élevés contre les politiques de conversion. Et puis, il y a la tradition républicaine, c'est-à-dire bonapartiste, républicaine et autres, et qui voyait dans l'islam, qui projetait sur l'islam la lutte qu'avaient eue en France, qu'avaient eu les gens de progrès avec l'Église. Et donc, ils revoyaient une Église avec un clergé qu'il fallait éradiquer, et ils voyaient dans la société algérienne musulmane une féodalité. Voilà. Et ça, c'était le grand credo d'une partie de l'armée et surtout des colons. Et à plus forte raison après 1948 et après 1970. Il y avait un autre courant assez arabophile qui est représenté par ceux qui ont écrit, comme le capitaine Pélissier de Reynaud. Ah oui, oui. Pélissier de Reynaud a eu un fils né à Alger. Il a inscrit à l'état civil Hadjout, en hommage au cavalier Hadjout, qui posait des problèmes aux chasseurs d'Afrique. Ouais. Alors ça, c'est un courant, quand même, il faut le dire, assez minoritaire, dans lequel il n'y a pas que les Saint-Simoniens. Il y a des gens comme Pélissier de Reynaud, il y a des Saint-Simoniens, d'ailleurs ils se sont rencontrés, mais ils ne se sont pas fréquentés. Hein. Mais ils avaient des idées de fusion des peuples. Ça, c'était une idée commune. Oui, alors sur la base d'une égalité des droits. Mais il y a des Saint-Simoniens qui ont mal tourné, par exemple la Mauricière. Ah oui, le capitaine il était Saint-Simonien, mais il est devenu le spécialiste de la politique de la terre brûlée. Alors, moi, je veux bien qu'il soit Saint-Simonien. Bon, alors, si on se fie à Emery, qui est un historien d'Algérie, il a dit, et qui a fait quelque chose sur les Saint-Simoniens, il dit beaucoup de bêtises. Alors, si on prend le cas de Saint-Simonien, il avait en fait un rapport avec Dechtal, qui était Saint-Simonien. Oui, parce qu'ils étaient camarades de promotion. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. À Polytechnique. Oui, ça va pas beaucoup plus loin. Non, dans la préparation. Au Britannique. À Polytechnique. Non, c'était à Paris. Oui. Mais dire que quand on voit déjà les écrits dès le début, la Mauricière, il dit moi, je ne peux pas être comme vous, parce que moi, je pense qu'il faut utiliser le sabre. Il l'écrit tout de suite. Ah oui, donc, on l'appelait Bournawa. L'homme à la trique. Oui, alors que les Saint-Simoniens qui sont allés en Algérie, comme Urbain, Dechtal et Enfantin, je prends que les trois, n'avaient pas du tout cette idée. Donc, c'est un Saint-Simonien, parce que, bon, il y avait des choses... il voulait bien le mariage de l'Orient et de l'Occident, mais sous la férule du sabre, c'est clair. C'est clair. Ce n'était pas l'idée d'Enfantin et d'Urbain et de Dechtal. Ce n'était pas leur idée. Ils ont été obligés d'accepter la conquête coloniale, mais leur idée, ce n'était pas ça. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu des différends entre Enfantin. Par exemple, lorsque Dechtal, je suis désolé de préciser ça, mais c'est pour rétablir un peu la vérité historique. Lorsque Dechtal arrive, il voit son copain d'école en arrivant à Alger en 1938, il va au camp à côté d'Alger, dans lequel était la Mauricière, il est effrayé par son militarisme. Il dit c'est un officier borné. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il y avait une... Non, il a inauguré les méthodes Absolument. Charles-André Julien cite un rapport de l'époque qui félicite la Mauricière d'avoir réglé le problème de l'approvisionnement de l'armée d'Afrique par les razzias. Ils confisquaient les moissons. Les positions de Bugeaud, les fameuses colonnes infernales de Bugeaud, qui reprenaient le terme de la guerre de Vendée ici, ça a été introduit par la Mauricière. Oui. C'est clair. Oui, mais là, c'est théorisé. Il a adhéré à l'idéal saint-simonien, et puis arrivé sur place, c'est la culture de gouvernement qui remplace la culture... Je dirais la culture d'opposition, comme disait Rocard. Oui, mais je douterais même qu'il ait participé à l'idéal saint-simonien, parce que dans les termes, il y a un autre officier qui a été tué par Sespaï à Béjaïa, à la prise de Béjaïa, qui a dit, moi, alors il le dit explicitement, parce qu'il dit, je ne peux pas devenir saint-simonien parce que je suis pour l'intervention militaire. Oui, donc c'est clair. Même après avoir été idéaliste saint-simonien, quand on voit l'âpreté de la résistance,
Oui. Et l'effort militaire, il n'a pas le temps de rester attaché à un idéal. Oui, non, là, Oui. c'est clair. Bon, enfin, bref. Mais C'est- Lamoricière, quand il sera élu député, siégera à gauche, sous la Deuxième République. Bon, C'est-à-dire que... il n'a pas mal tourné totalement, quoi. Mais la C'est-à-dire... gauche de l'époque Oui. aussi, il faut des guillemets. Sauf que lui, c'est quand même Lamoricière qui a amené sur le, comment dire, le carnage de l'insurrection de juin qui a été provoquée, où il y a eu 4500 tués. C'est lui qui a fait visiter le champ de cadavres à Lamartine, Oui, non, avec fierté. oui, il était déjà, Avec fierté. il était déjà vacciné, lui. Voilà. Oui. Donc, c'est un personnage que j'aime ou qu'on n'aime pas, Lamoricière. Je pense que il y aurait, du point de vue historique, à revoir ce qu'on appelle les Saint-Simoniens en Algérie. Oui. Voilà. Donc, mais ça en dit long sur la souffrance, en un seul mot, d'Ismaël Urbain, Absolument. dans ce milieu militariste où Absolument. lui, il ne portait pas d'armes. Absolument, Oui. absolument. Et son mérite, c'est d'avoir tenu et d'avoir essayé de comprendre. Oui. Il est devenu un islamologue, malgré lui, par la traduction et par ses observations de la société musulmane qu'il a connue de l'intérieur. Et donc, là où il est devenu vraiment... il avait une visibilité, c'est sous le Second Empire, quand Napoléon III a utilisé ses conseils. Disons, il a utilisé ses écrits. C'est ça. Il a utilisé ses écrits. Il était très prolifique. Il écrivait beaucoup, même sous pseudonyme. Il a écrit, oui, il avait fait 2 brochures. Bon, alors, il n'était pas tout seul. Il a été aussi, il a fait une brochure sur, il a fait 2 brochures en 61 et 63, quelque chose, sur la manière dont il concevait le pouvoir français en Algérie, la société. Il a signé Voisin. Oui, alors il l'a publié, l'Algérie pour les Algériens. Mais les Algériens, c'était les autochtones. Oui. Donc, il s'est opposé à la colonisation. Alors, les autochtones, parce que pendant très longtemps, les Algériens, c'est les colons, les Français d'Algérie. Oui, mais lui, il les appelle là les Algériens. Il ne voulait pas parler d'indigènes, ni de... Lui, non, il dit Algériens. C'est ça. Les Algériens, c'est les autochtones. Et d'ailleurs, ça lui a été reproché qu'il était contre la colonisation. Et un peu à juste titre, parce que il a essayé de s'opposer par tous les moyens qu'il a eus, enfin, à la colonisation de peuplement. Et là-dessus, il a été obligé de faire des concessions sur concessions, surtout quand il a été conseiller au gouvernement d'Alger. Mais ce n'était pas sa vision. C'est pas par la colonisation de peuplement qu'on pouvait pour lui associer les peuples et les civilisations. Évidemment, c'est un échec là aussi. Il a été obligé de reculer, de reculer, de reculer. Et quand il fait le bilan de sa vie dans les journaux dans les années 70, à partir de 76, en gros, dans le journal La Liberté, où comment dire, Isaac Pereire, qui est un Saint-Simonien industrialiste, lui donne la parole. Et puis, dans le journal des débats, il revient là-dessus, montrant que c'est en demandant à l'État français d'avoir la main mise sur les colons, parce que les colons sont insupportables, qui rendent tout rapport entre les peuples impossible en Algérie. C'est un peu ça son idée. Et il explique dans une lettre à son ami Dechtal que ma politique dans la presse, c'est de dire rendons la situation des musulmans en Algérie au moins égale à celle que les chrétiens jouissent dans l'Empire ottoman. Sinon on parle de quoi? Oui. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est minimaliste, hein, sa politique. Mais c'est quand même. Mais là, ça n'a pas marché. Même ça n'a pas marché. C'était un argument assez convaincant parce qu'il y avait des fort. négociations avec l'Empire ottoman. C'est fort comme argument. Et l'Empire ottoman n'arrêtait pas d'exiger l'évacuation de l'Algérie. Bien sûr. Et puis il a élargi sa connaissance à la question d'Orient. Ce n'était pas seulement l'Algérie, c'était vraiment le centre de ses préoccupations. Et donc ces activités ont été d'une grande utilité par la production. Ajran, à l'époque, a identifié 4 ou 5 pseudonymes que Urbain utilisait. Alors, oui.
Je suppose que le Valois... Oui, j'en vois au moins 3, mais Oui. il doit y en avoir d'autres. Il y a quelqu'un qui a écrit le Fellah algérien, c'est lui. C'est possible. Il a utilisé un autre pseudonyme. Et donc, il s'est intéressé à tout. Ce pays, c'est pas seulement l'aspect militaire, c'est la religion, la terre. Il a écrit sur les femmes selon le Coran. Moi, j'ai 3 de ces articles. Oui, c'est un article intéressant. Dans la revue de Paris. Qui ferait un peu conservateur. Oui, mais c'est-à-dire, lui, il essayait de... il croyait à la bonne foi de ses collègues qui étaient dans l'administration, mais qui étaient dans l'erreur. Il voulait convaincre. C'est sûr. Et il a 3 articles. Moi, j'en ai publié un, c'est sur la tolérance de l'islamisme. Voilà. Où il montre vraiment sa bonne connaissance du Coran, qu'il lisait directement, et puis les commentaires, et puis l'histoire. Oui, ce qui est intéressant, excuse-moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il ne défend pas l'islam en disant dans le Coran il y a ça, et puis voilà, et puis non, il y a la partie de la référence coranique et il y a la partie historique. Oui, c'est ça qui est important. Historiquement, les reproches que vous faites ne tiennent pas. Gardet appelle ça un idéal historique concret. C'est pas seulement quelque chose d'abstrait. On ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on veut comparer des civilisations, on est obligé de faire les deux. On ne peut pas simplement se référer au texte sacré. Parce que si les chrétiens se réfèrent à l'Évangile, alors il n'y a pas l'extermination des Indiens, toutes les croisades sont interdites, etc. Oui. Alors ce texte-là de 1856, sur la tolérance de l'islamisme, parce que tout le monde disait que c'est des fanatiques, etc., il se termine par une citation du livre de l'émir Abdelkader. Sur les prisonniers. Dhikr al-Aql. Ah oui. Au Tanbih al-Ghafl, que Dugas a traduit sous le titre Lettres aux Français. Oui, d'accord. Le livre venait de sortir. Donc lui, l'émir a dû le lui envoyer. Parce qu'il était à Brousse à l'époque, l'émir. Alors, lui, au début, il considérait l'émir comme un chef de razzia quand il était militaire. Mais après, il a changé d'avis. Quand il l'a vu, oui, ça c'est clair. Puis il faisait partie de ses visiteurs à Amboise. C'est lui qui dirigeait le capitaine Boissonnet. C'est ça. C'est lui qui avait nommé le capitaine Boissonnet. Boissonnet était au bureau des affaires arabes de Constantine. Voilà, et qui avait la garde de l'émir à Amboise. C'est ça. Oui. Donc, Boissonnet faisait des rapports régulièrement, et c'est Urbain qui avait la main sur ça. C'était pas Domas, c'était pas le général Domas, c'était Urbain, qui était directement responsable. Donc, il est allé à Amboise plusieurs fois, et là, il a trouvé un personnage, et il écrit, il change de position vis-à-vis de lui, quoi. Il est bien obligé de reconnaître, surtout qu'ils ont des discussions politiques et discussions religieuses. Oui, surtout qu'il était arabisant. Et là, il change évidemment pas la première position qu'il avait, mais la position qu'il a prise immédiatement dans l'ambiance militaire d'Oran, autour de Bugeaud, qui venait de signer le traité de la Tafna. L'atmosphère des militaires était exécrable, naturellement, à l'époque, parce que tout le monde reprochait même à Bugeaud d'avoir fait des accords. Bugeaud lui-même dit qu'il a fait une bêtise. Non, quand il l'a vu sous la tente à Tafna, il a dit « il me rappelle la figure du Christ », à propos de l'émir Abdelkader. En tout cas, l'émir Abdelkader avait le don de fasciner ceux qui étaient chargés de le détruire. Mais entre les deux personnages, il n'y a pas photo, on dirait aujourd'hui, hein, parce que l'un est un soudard, et en plus stipendié, corrompu, et de l'autre côté, on avait un personnage qui était bien au-delà, qui n'avait rien à voir. Non, mais c'est comme les problèmes d'aujourd'hui. Ismaël Urbain connaissait l'émir Abdelkader par les récits, parce que la presse en publiait, surtout après le massacre de Sidi Ibrahim. Et donc, il partageait cette vision négative, mais dès qu'il l'a vu, il a changé d'avis. Absolument. C'est comme toujours. Il y a la vision médiatique, une propagande, des lieux communs qu'on répète, mais quand on voit directement, on fait confiance à sa propre intelligence, à sa propre perception. Il se trompe, Urbain, tout de suite. Il pose un problème, il se demande, quand il arrive en Algérie, il est tout jeune, est-ce que c'est un imam ou est-ce que c'est un sultan ? C'est intéressant, la question. Ah ben oui. C'est très intéressant. Et il répond... Les djouads et les marabouts. Voilà. Oui. Et il répond... Alors il nous reste 30 secondes. On peut terminer là-dessus, puis on reprendra... c'est une excellente question. Alors, imam ou sultan, on reprendra ça après la pause.
Ismaël Urbain s'interrogeait sur l'émir Abdelkader, est-ce un sultan ou un émir? Donc, lui, il avait une vision qui est intéressante, d'abord, parce que, forcément, il projette sur la société islamique l'histoire qu'il a connue en Europe. Il y a eu des réformes. Il y a ce qu'on appelle la réforme en Europe. Donc, les gens qui vont au Moyen-Orient à l'époque, Lamartine l'a fait d'ailleurs, ils essaient de guetter les signes qu'à travers l'islam, il y ait une adaptation à la modernité à travers l'islam lui-même. Et donc lui, il cherche une réforme. Et il se demande si Abdelkader va être le réformateur de cet islam, ce Luther, on pourrait dire en quelque sorte pour simplifier, ce qu'on a ensuite attribué à Avrani. Mais il pose la question en les termes, parce qu'il attend une réforme de l'islam, et comme musulman, il pense que c'est une réforme de l'islam qui est préalable à la modernisation, à la modernité. Donc on est exactement dans la problématique qu'on va retrouver 50 ans plus tard à travers les réformes, le courant réformiste de la salafia moderniste, pas de la salafia revivaliste, on est d'accord. Avrani Abdou. il y a un glissement sémantique dans le sens oui. du mot salafia. Donc, non, mais il y avait des mouvements réformateurs très vigoureux en dehors du monde arabe. Par exemple, bien sûr. Chez les Tatars de la Volga, le Cheikh Shihabuddin al-Mourjani était né en 1817, soit 20 ans avant Afrani. Et donc quelqu'un comme lui, il s'intéressait à... Et puis il y avait Ismail Kaspersky, celui qui faisait la revue Torchuman, qui voulait l'émancipation de la femme, la réforme, une vraie réforme. Donc il y avait, il est dans cette ambiance en fait, même s'il ne connaît pas tous ces gens, mais c'est une vue qu'il y avait chez les gens qui s'intéressaient à l'Orient, quelques personnes qui s'intéressaient à l'Orient ici et qui attendaient quelque chose de l'Orient, de positif, pas simplement de se soumettre. Et finalement, à mon avis, sous la pression des circonstances, il dit non, c'est pas un imam, c'est un sultan. Et on lui raconte tous les récits de... Dans tous les poèmes des Hadjout, il est appelé sultan, l'émir Abdelkader. Voilà, il est sultan d'ailleurs. Oui. Il est sultan. Sauf quand il faisait un peu de diplomatie avec Moulay Abdelrahman. Oui, il lui laisse le sultan, il lui laisse le titre. Parce qu'il voulait l'entraîner dans la guerre. Il lui laisse le titre. Lui, il est que khalifa. Oui. C'est tout. Bon. Voilà. Bon, mais enfin, ça, c'est de la diplomatie. Et il répond négativement à ça en disant c'est un sultan, c'est-à-dire un pouvoir politique qui se sert de la religion pour ses intérêts, quoi, en gros, hein, selon. Donc il se trompe complètement. Et il faut qu'il découvre Abdelkader à Amboise et la discussion avec lui. Et après, il y aura quand même une 60aine de lettres de correspondance, de lettres de l'émir qui sont à la Bibliothèque nationale d'Alger. Oui. Il y a à peu près une 60aine de lettres que je n'ai pas dépouillées, mais ce n'est pas des lettres fondamentales. Hein. Ce n'est pas un courrier, c'est un courrier de circonstance. Ce n'est pas fondamental. Oui, non, mais s'il s'est posé toutes ces questions apparemment théoriques, c'est que son arrière-pensée, c'est de trouver la formule qui arrimerait définitivement les musulmans d'Algérie à la France. Donc ça suppose une évolution des esprits du côté français conquérant et une adaptation de l'islam à la modernité. Oui, bien sûr, il est français, il pense comme ça, mais ce n'est pas le point fondamental au départ. Ce n'est pas arrimer à la France en soi, c'est arrimer à l'Europe, plus généralement. C'est ça. Oui. Bien sûr, s'il y aura quelques accents patriotiques au cours de sa vie, c'est un fonctionnaire français quand même, donc dans le langage et puis dans ses justifications, il est bien obligé de parler... Et d'ailleurs, c'est en souvenir de cette réflexion qu'il a mis son grain de sel dans la polémique entre Renan et Afrani. Où il a, absolument. En fait, il intervient une lettre qui a été, contre Renan. Il n'intervient pas pour Avrani tellement, mais contre Renan. C'est déjà pas mal. Oui. Mais sa lettre a été censurée par le journal des débats, je crois. Le journal des débats ne l'a pas daigné la publier. Parce qu'il l'a soumise à Renan, qui était un rédacteur. Ah. Et Renan a dit, si vous publiez cette lettre, je le massacre, en gros. Ah, il ne voulait pas continuer la polémique. Oui. Il ne voulait pas, Renan n'en voulait pas. Mais c'était pas... Bon, et en fait, c'est un des rédacteurs des débats, qui s'appelait Ranem. Oui, qui était un Libanais, je crois. Hein. Je pense, ou Syrien, je ne sais pas, enfin, peu importe, à l'époque... C'était la grande... À l'époque...
La Grande Syrie, ça allait jusqu'au C'était la Liban Grande à l'époque. Syrie, oui, voilà. Donc il était syrien. Et donc il l'a publié dans un journal de langue arabe, Al-Basir. C'est ça, oui. Et c'est ainsi que un des amis d'Urbain lui a dit, tiens, j'ai trouvé ton article. Il ne savait pas qu'il était passé en langue arabe. Bah, ça prouve que ça, il était vers la fin de sa vie et ça le passionnait encore. Bien sûr. Mais il est à la fin de sa vie, Oui, il est mort en 83. Il est mort en janvier, fin janvier 84. Oui, oui. Enterré à Alger, Oui. cimetière de Saint-Eugène. Voilà, Bollorine. Bollorine, oui. Bon, alors maintenant on en arrive à ce qu'il a réussi à faire passer comme réforme. Alors la première idée qu'il a eue, c'est l'idée de consistoire, donc inspirée de ses échanges épistolaires avec son ami De Staël. Alors, je ne sais pas s'il a sorti l'idée, mais en tout cas, l'idée d'un consistoire naît dans la tête de De Staël, en tout cas sous sa plume, de Gustave De Staël, quand il revient d'Algérie en mars 1939. Il a fait tout un projet du consistoire israélite, parce que lui est juif. Enfin, lui, Oui, alors il faut dire qui est De Staël. C'était un banquier. Banquier, il est d'une famille de banquiers de Bavière. Oui. Dont une partie est passée en France et vers 15 par là, et qui se sont convertis au catholicisme. Pas tout le monde. Lui, il est resté juif. Dans son père, non. Lui, il a été converti pratiquement avec ses parents. Il avait l'âge, il était enfant encore. Oui, donc c'était Donc il était converti dans la foulée avec son père. une démarche assimilationniste qui conduisait à la Voilà, conversion pour avoir une place, pour être reconnu dans l'administration. au catholicisme, pas au protestantisme. C'est la religion majoritaire. Mais dans la famille, il y a eu des gens qui sont convertis au protestantisme. Un type comme Roderick, qui était son oncle, s'est converti très tard d'ailleurs, dans les années 70, au protestantisme. C'est curieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a amené en Algérie, De Staël? C'est le saint-simonisme. Oui, alors De Staël, Il a été chez le père Enfantin. Hein. En 1937. Non, ce n'est pas l'idée d'Enfantin, c'est son idée à lui. Oui. Il a voulu aller regarder là-bas. Alors lui, De Staël, il était polarisé. Alors c'est un type qui est charmant en même temps. Il dit beaucoup de bêtises dans sa vie, mais en même temps, il a quelque chose de touchant et de généreux. C'était un humaniste. Et de généreux. Oui. Il dit par exemple, les Juifs ne seront émancipés que quand les Noirs le seront. Par exemple, c'est pas mal. Oui, relier une belle les chose. deux. Oui. Et en 1938, justement, il est épouvanté par les positions qu'il y a en Angleterre, qui veulent une immigration juive en Palestine pour prendre les terres des musulmans. Il est contre ça. Il se prononce contre ça. Il est scandalisé. Il dit que des juifs aillent en Palestine. Bon, c'est normal, après tout. Mais c'est pour prier, c'est pas pour prendre la place des terres des Donc musulmans. c'est un antisionisme un peu avant la lettre. Oui, il est. On pourrait dire. On pourrait dire que c'est un antisionisme. Alors, sa grande idée là-dedans, c'est comment intervenir auprès des Noirs d'Afrique. Et à l'époque, il a fait le livre avec Urbain sur la race noire et la race blanche, une chose qui est très difficile à expliquer aujourd'hui dans les termes où on le fait à l'époque, et aujourd'hui, le langage est très différent, c'est très difficile à faire l'étude, si tu veux. Et il a fait un bouquin sur les Peuls en Afrique. Lui, il pense que la France doit s'allier aux Peuls. Oui, parce qu'il dans l'Afrique, parce qu'il pense que c'est l'islam qui permettrait à la France de s'ouvrir une voie en Afrique noire. Voilà, c'est ça. Alors donc, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'islam qui résistait. Et donc, quand il va à Alger, il veut voir à Alger comment Alger peut être une voie pour aller en Afrique par l'islam. Urbain se fiche complètement de ça. Oui, on a une colonie, on la garde. Non, c'est le colonialisme dans un seul pays, quoi. De Staël essaie de l'entraîner puisqu'il est métis, etc. Lui, il lui voit un personnage central mais lui, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Non, mais bon, alors c'est pour ça qu'il va à Alger. Et quand il revient, donc il fait une note des propositions pour un consistoire israélite, évidemment contrôlé par les Français. Oui. Évidemment, il est colonial. Hein. Et il suggère, il dit on devrait faire un consistoire musulman. Pas simplement en Algérie, mais aussi à Paris. Aussi pour les musulmans. Je ne sais pas qui était musulman en France à l'époque, il ne devait pas y en avoir beaucoup, mais il
Il y en avait à Marseille beaucoup de... Il parle d'un consistoire musulman? Non, parce qu'il y avait les Mamelouks. Ah oui, ça doit être ça, oui, c'est à Marseille. Oui. Il parle d'un consistoire musulman en France, C'est ça. pas simplement en Algérie. Mais le fait que ce soit en 1938, ce n'est pas un hasard, parce qu'il y avait un bras de fer entre le Vatican et les militaires d'Alger, quand Monseigneur Dupuy faisait venir des prêtres sans l'autorisation de l'autorité centrale. Et là, Urbain a mené la bataille contre l'évêché d'Alger, contre les conversions. Il a mené une grosse bataille en 1939. Oui, et il a pris une position gallicane défendue par le prince de Breuil, qui était au Quai d'Orsay, et qui a dit il faut le concordat. Or, l'Église répondait de manière évidente la France n'était pas en Algérie au moment du concordat. Mais le gallicanisme a imposé l'application du concordat, et le concordat qu'on ne veut pas appliquer, alors qu'il a été appliqué aux musulmans d'Algérie en 1838. Et maintenant, on a un ministre socialiste qui a dit c'est un résidu de l'histoire qui ne saurait être appliqué à l'islam en France juste pour saboter le projet de faculté de théologie musulmane à Strasbourg que Mitterrand voulait ouvrir. Bon, ça c'est une parenthèse. Ça, comme quoi l'histoire c'est un réseau assez inextricable. Donc on a admis l'application du concordat à toutes les religions en Algérie. Donc la religion juive devait être dirigée par un consistoire à l'image du consistoire de 1804. Voilà. Au début mais pour les musulmans, c'est pas ça qui s'est passé. Or, pour les musulmans, la proposition Urbain proposait de mettre de l'ordre dans la religion musulmane pour ne pas la laisser dans l'anarchie, mais selon Urbain lui-même, étudié par Ageron, il accusait l'Église catholique de s'opposer à ce que la religion musulmane soit organisée. Bon, pour moult raisons. Donc, cette idée n'aboutira pratiquement jamais, puisqu'on n'a jamais organisé l'islam en France, en dehors de... C'est l'État qui l'a directement contrôlé. C'est un dirigisme religieux. Bien sûr. Par le biais des mosquées... L'islam était sous tutelle de l'État, carrément. Mosquées domaniales, clergé officiel, etc. Bon. Absolument. Alors, l'autre réalisation, c'est les écoles arabes-français et le médarsa pour formation des magistrats. Alors, on pourrait dire que là, Urbain a joué un grand rôle idéologique, on pourrait dire, parce que la loi de 1850 sur l'enseignement musulman, c'est lui qui l'a concoctée. C'est ça, qui a été à l'origine. Il a fait tout un travail, et on a sa correspondance, ses rapports en 1949, la loi de 1850. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là? Il y a l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et supérieur, en gros. Alors, c'est intéressant, parce que dans l'enseignement primaire, il dit il ne faut pas détruire l'enseignement des MSID ou ça dépend des régions. Les écoles, puisqu'elles dépendent. Parce que la population envoie les enfants à l'école pour apprendre le Coran, idéologiquement. Donc si vous dites à l'école, on enlève le Coran, vous détruisez complètement la possibilité d'avoir accès à une école moderne. Donc ce qui pense lui, c'est qu'il faut faire des écoles, lycées, etc., pour que les talibs apprennent, s'initient aux sciences, à côté de l'enseignement religieux, pour qu'ils retournent dans les écoles traditionnelles et introduisent un style, progressivement, des doses d'enseignement moderne à côté de l'enseignement religieux. C'est ça, sa vision. Sinon, il y a aussi l'autre possibilité, c'est qu'on mette à côté du taleb, on mette un instituteur, mais qui respecte le taleb. Voilà. Et tout ça, c'est évolutif. C'est-à-dire, il s'appuie en fait sur la vision de l'enseignement moderne tel qu'il a été mené en Égypte par Mohamed Ali. C'était un moment son modèle, oui. Voilà. En ce sens, parce qu'il l'a aussi critiqué, il ne l'a pas épargné non plus. Oui. Mais pour ça, par exemple, pour l'enseignement des filles, il dit on a mis en place un enseignement féminin en Égypte. Mais c'était volontaire. Et c'était avec des bourses. Et il dit on ne peut pas on ne peut pas scolariser les filles, mais c'est pareil pour les garçons, tant qu'il n'y a pas la grande masse de la population. Ça ne peut pas devenir obligatoire, il le dira dans les années 80 contre la réforme Ferry.
Ça ne peut pas être obligatoire tant que la masse de la population n'est pas d'accord. L'obligation, elle ne peut venir que finir un processus qui est d'abord un processus où on convainc, où on entraîne par l'exemple. Oui, parce que les premières tentatives d'ouvrir des écoles franco-françaises ont buté sur le refus scolaire des familles musulmanes. Alors, la langue française était une langue d'apostasie pour les familles. Si tu permets, je vais même raconter une anecdote rigolote. C'est que les gens qui ont fait l'histoire, beaucoup de gens qui ont fait l'histoire de l'enseignement en Algérie, en France, il y avait à l'époque la manie de l'enseignement, comment on appelle ça, l'enseignement, je ne me rappelle plus la formule, c'était Jomard, le bonhomme qui avait été en Égypte, Oui. qui était le théoricien de ça dans les années 30. L'enseignement, alors c'est dans une classe, c'est les plus âgés qui enseignent les plus jeunes. L'enseignement, pas collectif, mais partagé, non, quelque chose. En arabe, on appelle ça l'arif. Voilà. L'arif, c'est le... On avait découvert ça. Oui. Et lorsque l'ambassadeur, avant la conquête française, l'ambassadeur américain à Alger, il voit ça dans les écoles à Alger, parce que ça existait, il dit « ça doit venir d'Alger ». En fait, ça faisait des siècles que c'était fait dans toute la tradition de la civilisation islamique, parce que l'anglais qu'il a introduit à la fin du XVIIIe siècle, il l'a trouvé en Inde. Oui, ils ont créé le poste d'assistant à Oxford, voilà. au vu du poste de Harif dans les écoles coraniques en Inde. Donc, on ouvre des collèges, des écoles à Alger, on veut y faire venir les musulmans. Quelle est la leçon? Les musulmans ne viennent pas. Alors, quelle est la leçon que tirent les éducateurs? Ils sont incapables, ces gens, de comprendre les méthodes modernes. Ils sont trop arriérés pour s'intéresser aux méthodes modernes, donc ils ne sont pas habitués, c'est normal que ça rate. C'est terrible, alors que ces méthodes modernes, c'est justement celles qui sont utilisées dans l'enseignement à Alger. En 1830, dans les écoles pour les hommes et dans les écoles pour les filles qui sont généralisées. Oui. Les filles aussi sont scolarisées à l'époque. Et même en Algérie, on a des témoignages d'écoles mixtes. Oui, alors qu'après, la colonisation s'est très peu occupée de la fille musulmane. Voilà. Massignon l'a déploré. Et d'ailleurs, après, on a vu que Ben Madis a exonéré les filles du paiement des droits dans les écoles des ulama, alors que les garçons payaient. C'était sa manière de rappeler qu'il favorise l'instruction de la fille plus que la Troisième République, qui a opté pour une alliance avec l'islam conservateur, une partie maraboutique à l'époque, qui était hostile à l'instruction des filles. Donc ça, c'est pour les écoles primaires. C'est l'esprit de la réforme. Alors, dans l'enseignement supérieur, les médersa, évidemment, pour lui, il faut former des gens. Alors, il faut former. C'est important parce qu'il faut former des gens qui vont servir à l'administration française. Mais pour lui, ce n'est pas réduit à ça. Il est pour un enseignement théologique. Il est pour faire venir des docteurs d'Al-Azhar ou de Kérouan, dont l'administration refuse. Charbonneau, l'inspecteur, était là oui. pour raboter les programmes et interdire l'étude de tout ouvrage de théologie où le mot djihad figure à la table des matières. Oui, d'accord, mais ils ont même... C'est-à-dire, on a fait des médersa, on a réduit les médersa à quelque chose d'utilitaire pour former des cadis. Former des magistrats, des interprètes et des mouderès. On a créé le poste de mouderès, quelqu'un qui était payé par l'État, malgré la laïcité, pour enseigner la religion dans les mosquées domaniales. Donc même la vision d'Urbain pour les médersa a été quand même nettement castrée, on pourrait dire. Réduite. Non, il faut le dire aussi. Bon, l'idée a été retenue, mais revue et corrigée. Voilà. Alors, pour lui, c'était quand même une adaptation à l'administration coloniale française. Oui. Mais l'aspect positif qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire de faire venir des gens de Tunis ou du Caire, là, ça a été... Tout était fait pour isoler l'Algérie de l'Orient. Voilà, donc ça a été repensé dans ce sens. Oui. Mais il a pu quand même ouvrir des écoles arabes françaises depuis le primaire jusqu'à la fin du secondaire. Alors, et on a même pensé, je crois même qu'il y a eu une école normale qui a fonctionné pour former des maîtres bilingues. Mais c'était son idée. Oui, mais c'est la Troisième République a tout supprimé. Tout supprimé par assimilationnisme théorique. Voilà. Mais il faut voir le bilan qu'il fait
de ces réformes, des réformes de la Troisième République dans les années 70 et 80. Il est comment dire, mais vraiment en colère. Oui, parce qu'ils ont saboté tout ce qu'il a réussi Voilà. à faire passer. Et donc, bon, c'est utile à rappeler parce que le refus scolaire dont parle Guy Pervilliers dans son livre sur les étudiants, qui reste une référence, il n'existait plus à partir du moment où les familles étaient sûres que les enfants étudiaient une demi-journée d'arabe, une demi-journée de français. Mais le refus, il explique le refus dans les années 80 par la brutalité de l'assimilation. Je donne un exemple qui met dans la presse, je sais pas. C'est lorsque Timmermans arrive, un nouveau gouverneur arrive à Alger en 79, ou je sais pas, juste C'est avant ça. Grévy, hein, c'est ça? Oui, oui. Alors, il va au lycée d'Alger, Bugeaud, il s'appelle à l'époque. Impérial, on l'appelait. Lycée impérial. Ah non, on est sous la République déjà. C'est ça, oui. Attention. Oui, oui. C'est la République qui l'a Et appelé au fond de la Bugeaud. classe, Oui. il voit quelques têtes qui ne sont pas vêtues selon la norme. Alors, il fait une glorification de la République qui est faite pour tout le monde, etc. Et notamment pour les indigènes qui sont admis dans les écoles. C'est fantastique. Immédiatement, il y a une campagne de presse à Alger contre le gouverneur indigénophile, arabophile, parce qu'ils ne veulent pas des indigènes, des fils de Kadi comment dire, des fils de Caïd ou de Bachara dans l'école. Oui, oui. C'est ça. Donc, oui. la prétention d'ouvrir l'école se heurte au nihil obstat des colons. Non, et ça a toujours été le Conseil supérieur de l'Algérie, qui est une sorte de parlement, il a voté contre l'application des lois Jules Ferry à l'Algérie en 1886, au motif qu'on ne saurait employer l'argent du contribuable à instruire cette foule de gueux. Et pourtant, c'est eux qui payent l'instruction par les impôts. Oui. Oui, non, mais ça, c'est... Ça, c'est un détail. C'est naturel, ce genre de compte. Mais la situation était telle que, même au XXe siècle, on a un exemple emblématique, c'est la commune mixte de Tablat. Donc, à la montagne, vers à peu près 60 km à vol d'oiseau d'Alger. Donc, on a une classe de 30 élèves, où il y a le médecin, l'infirmière, leurs enfants, l'administrateur de la commune mixte et les employés français, mais il y avait le Khoja, qui est le secrétaire de la commune mixte. Il y a des enfants, on a refusé d'inscrire ces enfants à l'école parce que les 30 places étaient prises par les enfants du personnel européen. Et ça, c'était dans les années 20. Oui. Ben Donc, oui. alors, le mérite d'Ismaël Urbain, c'est d'avoir eu l'intuition du danger de cette ségrégation, que ça menait tout droit à la révolte. Et il a voulu, parce qu'il est resté français, il ne voulait pas qu'il y ait une révolte contre son pays. Il était pacifiste et réformateur, donc il était contre les effets de manche et contre la violence, c'est évident. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, quelle est cette idée aussi de royaume arabe? C'est devenu un slogan. Est-ce que ça vient de lui? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est un slogan. C'est pas lui qui l'a utilisé. Oui. Jamais. C'est l'empereur. Mais lui, il n'a jamais été dans cette idée. D'ailleurs, dans sa correspondance, il se méfie de ce mot, quoi. Alors, l'idée de faire revenir l'émir Abdelkader à la tête d'un royaume arabe, non. C'est une invention de journaliste, ça. Non, c'est pas une invention de journaliste, c'est une invention des colons. Oui. Et du gouverneur de l'époque, Pélissier. Oui. Donc, il voulait justement casser le rapport entre Urbain, le Conseil et les conseils. Il n'était pas le seul, Urbain, il y avait d'autres officiers qui avaient une idée semblable. Parce qu'il y avait un plan machiavélique, c'était l'émir Abdelkader, on a pensé à lui comme vice-roi de Syrie. C'était pour la Syrie. Oui, non, on voulait faire de la Syrie une deuxième Égypte, c'est-à-dire un vice-roi détaché de l'Empire ottoman. Bien sûr. Et Napoléon III ne faisait que reprendre l'idée de Bonaparte à Aboukir. Sa destination finale, c'était Istanbul. Mais Nelson, la marine britannique, on a décidé autrement. Il y avait deux choses chez Bonaparte. On peut prendre. Oui, il nous reste une minute. Pardon? Une minute. Bon, alors, ce sera une autre fois.
Voilà. Il faut pour regarder la stratégie. Hier et aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, bon, on a dit l'essentiel sur ce grand bonhomme, auquel un autre livre vient d'être édité, où Roland Lafitte a participé, tourné vers les réalisations d'Ismaël Urbain sous le Second Empire, comme l'enseignement de l'arabe et les médersas. Et donc, le sous-titre, c'est le combat du français musulman Ismaël Urbain, avec beaucoup d'analogies avec la situation actuelle de l'islam en France. Parce que le consistoire, l'enseignement de l'islam, la réforme de l'islam avait été étudié et approfondi par ce précurseur. Merci Roland Lafitte d'être venu et on attend avec impatience la sortie du livre et puis surtout la correspondance qui viendra après. Donc des centaines de lettres. Merci beaucoup et à bientôt.